Le président, Madame la greffière, veuillez s'il vous plaît indiquer le numéro de l'affaire. La greffière, bonjour. Affaire IT 95-14A, le procureur contre Tihomir Blaškić. Le président, merci. Monsieur Blaškić, m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez? Réponse, bonjour, Monsieur le Président. Oui, je vous entends et je vous comprends. Le Président, je vais demander aux parties de se présenter, à commencer par l'accusation. L'accusation... Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. L'accusation est représentée par Norman Farrell, Madame Michelle Jarvis, Madame Marie-Ursula Kind et Madame Suzanne Grogan. Merci, le Président, merci. Je me tourne maintenant vers la défense de l'appelant. La défense, bonjour. Russell Heyman et Anto Nobilo défendent les intérêts de l'appelant. Le Président, merci. La Chambre d'appel est réunie aujourd'hui afin de prononcer son arrêt dans l'affaire du procureur contre Tihomir Blaškić. Le procès en l'espèce s'est ouvert le 24 juin 1997. À l'issue de celui-ci, la Chambre de première instance 1 du tribunal a rendu son jugement le 3 mars 2000. L'appelant Tihomir Blaškić a interjeté appel le 17 mars 2000. Les faits de l'espèce sont liés aux crimes commis durant le conflit ayant opposé le Conseil de la défense croate et l'armée des musulmans de Bosnie dans la région de la vallée de la Lachva, en Bosnie centrale, de mai 1992 à janvier 1994. L'appelant Tihomir Blaškić était le commandant des forces armées du HVO en Bosnie centrale à l'époque des crimes reprochés. La Chambre de première instance a reconnu l'appelant coupable sur la base de 19 chefs d'accusation figurant dans le deuxième acte d'accusation modifié pour les crimes commis dans les municipalités de Vitez, Bušovača et Kiseliak. Ces chefs d'accusation couvraient des violations des articles 2, 3 et 5 du statut du tribunal international. L'appelant a été déclaré coupable sur la base de l'article 7.1 du statut pour avoir ordonné ces crimes. Dans le dispositif du jugement, la Chambre de première instance a par ailleurs estimé, je cite, qu'en tout état de cause, en tant que supérieur hiérarchique, il a omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables qui auraient permis d'empêcher que ces crimes soient commis ou d'en punir les auteurs. Fin de citation. En conséquence, la Chambre de première instance a également déclaré l'appelant coupable sur la base de l'article 7.3 du statut. Elle l'a condamné à une peine unique de 45 années d'emprisonnement. Comme il est d'usage au tribunal, nous n'allons pas donner lecture du texte de l'arrêt, mais seulement de son dispositif. Nous allons en revanche récapituler les questions posées en appel, ainsi que le raisonnement et les conclusions de la Chambre d'appel, de manière à ce que vous, Tihomir Blaškić, et le public, preniez connaissance des motifs de cet arrêt. Nous insistons néanmoins sur le fait qu'il ne s'agit que d'un résumé de l'arrêt, dont il ne fait en aucune manière partie intégrante. Les seules conclusions de la Chambre d'appel faisant autorité figurent dans le texte écrit de l'arrêt qui sera rendu public aujourd'hui à l'issue de cette audience. Compte tenu de la complexité du présent appel, le résumé du jugement que nous allons lire maintenant est plus long que de coutume. Le présent appel se caractérise par le dépôt d'un volume colossal de moyens de preuve supplémentaires. Ceci s'explique, entre autres, par le manque de coopération dont a fait preuve la République de Croatie à l'époque et par le retard survenu dans l'ouverture de ces archives, lesquelles n'ont pu être accessibles
qu'après le décès du président Franjo Tudjman le 10 décembre 1999. De ce fait, les parties en l'espèce n'ont pu disposer de ces documents lors du procès en première instance. Dans le cadre de la procédure en appel, l'appelant a déposé 4 requêtes en application de l'article 115 du règlement du tribunal international. Par ces requêtes, il a demandé le versement au dossier de plus de 8000 pages de documents en tant que moyen de preuve supplémentaire. La première de ces requêtes aux fins d'admission de moyens de preuve supplémentaires a été déposée le 19 janvier 2001 et la dernière en mai 2003. À la suite du dépôt de la 4e et dernière requête de l'appelant en application de l'article 115 du règlement et de la présentation par l'accusation de ces moyens de preuve en réplique concernant la dite requête, la Chambre d'appel s'est prononcée sur la question des moyens de preuve supplémentaires le 31 octobre 2003 et a conclu que, dans les circonstances de l'espèce, un nouveau procès ne se justifiait pas. Elle a décidé d'admettre 108 pièces au total. En conséquence, plusieurs témoins ont été entendus lors des audiences consacrées aux moyens de preuve supplémentaires en appel, qui se sont tenues du 8 au 11 décembre 2003. Les parties ont ensuite présenté leurs conclusions les 16 et 17 décembre 2003. La Chambre d'appel a dûment examiné les moyens de preuve réunis devant elle, notamment le dossier de première instance, les moyens de preuve supplémentaires présentés par l'appelant et les moyens de preuve présentés en réplique par l'accusation. L'appelant Blachkich soulève plusieurs moyens d'appel. S'agissant du droit applicable, il fait état d'erreurs de droit concernant les articles 2, 5 et 7 du statut. Il fait également valoir que le deuxième acte d'accusation modifié et les violations de l'article 68 du règlement l'ont privé de son droit à une procédure régulière. S'agissant des constatations de la Chambre de première instance, il allègue des erreurs concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Armici, dans certaines parties de la municipalité de Vitez autre qu'Armici, dans la municipalité de Busovača et dans la municipalité de Kiseljak. Il relève par ailleurs des erreurs de fait concernant sa responsabilité pour les crimes liés à la détention. L'appelant interjette également appel de la peine prononcée à son encontre. The appeal chamber may consider appeals on grounds of an error. La Chambre d'appel peut se pencher sur des appels et les examiner sur la base d'erreurs de droit qui invalident les décisions d'une chambre de première instance ou d'erreurs de fait qui entraînent un déni de justice. En l'espèce, la Chambre d'appel a dû se pencher sur le critère d'examen en appel s'agissant des constatations contestées uniquement par la défense en l'absence d'un appel interjeté par l'accusation. Si la Chambre d'appel constate qu'une erreur de droit alléguée découle de l'application du mauvais critère juridique par la Chambre de première instance, à ce moment-là, la Chambre d'appel est en droit de statuer, d'édicter le critère juridique qui s'applique et de passer en revue les constatations y afférentes de la Chambre de première instance en fonction de ce critère. Ce faisant, la Chambre d'appel non seulement corrige une erreur juridique, mais elle applique le critère juridique qui s'impose aux éléments de preuve du dossier en l'absence d'éléments de preuve supplémentaires et doit terminer, si elle est convaincue au-delà de tout doute raisonnable, que s'agissant des constatations sur les faits contestées par la défense avant que cette constatation ne soit confirmée en appel. S'agissant des erreurs de fait, la norme appliquée par la Chambre d'appel doit être celle qu'aucun juge des faits raisonnables ne serait arrivé à la même conclusion. La Chambre d'appel garde à l'esprit que lorsqu'il s'agit de déterminer si la conclusion rendue par une chambre de première instance est raisonnable ou non,
Il ne s'agit pas de remodeler à la légère les conclusions rendues par la Chambre de première instance. La Chambre d'appel ici rappelle l'arrêt dans Kupreshkic qui a conclu que lorsque la Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance a prononcé une déclaration de culpabilité sur la base d'éléments de preuve qui n'auraient pu être acceptés par un juge du fait raisonnable ou lorsque l'évaluation des éléments de preuve a été totalement erronée, elle peut annuler cette déclaration de culpabilité étant donné que dans ces circonstances, aucun juge des faits raisonnables n'aurait pu être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé avait participé au comportement criminel. La Chambre d'appel considère qu'il n'y a aucune raison de déroger à la norme édictée plus haut au sujet des motifs d'appel alléguant des erreurs de fait et lorsque aucun élément de preuve supplémentaire n'a été admis en appel. Cette norme s'appliquera lorsque cela conviendra dans le présent arrêt. Of the rules of the tribunal. Lorsque l'on allègue des erreurs sur les faits, sur la base d'éléments de preuve supplémentaires présentés pendant les procédures d'appel, à ce moment-là, l'article 117 du règlement procédure et de preuve stipule que la Chambre d'appel prononce son jugement en se fondant sur le dossier d'appel et le cas échéant sur les nouveaux éléments de preuve qui lui ont été présentés. La Chambre d'appel dans Kupreshkic a établi le critère d'examen qui s'applique lorsque des éléments de preuve supplémentaires ont été admis au dossier en appel et stipule le critère qui doit être appliqué par la Chambre d'appel en décidant s'il convient d'affirmer ou de confirmer une déclaration de culpabilité lorsque des éléments de preuve supplémentaires ont été admis devant la Chambre est le suivant. Est-ce que l'appelant a prouvé qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement arriver à une déclaration et à une conclusion de culpabilité sur la base des éléments de preuve présentés en première instance ainsi que sur la base des éléments de preuve supplémentaires qui ont été versés au dossier pendant la procédure d'appel. Le critère d'examen qui a été employé par la Chambre d'appel dans ce contexte, c'était de savoir si un juge du fait aurait pu être raisonnablement convaincu au-delà de tout doute raisonnable sur la conclusion qui a été rendue. Dans cette situation, la Chambre d'appel dans Kupreshkic n'a pas déterminé si elle était satisfaite elle-même au-delà de tout doute raisonnable sur les conclusions qui ont été rendues. Elle ne l'a pas fait parce que l'issue d'une telle situation aurait été qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement arriver à une déclaration de culpabilité. Cependant, si dans certains cas, l'issue de cet examen aurait été qu'un juge du fait aurait pu raisonnablement arriver à une déclaration de culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, la Chambre d'appel considère que lorsqu'elle est elle-même saisie de l'évaluation de nouveaux éléments de preuve ainsi que de l'évaluation des éléments de preuve présentés au procès et parfois tenue d'appliquer de nouveaux critères juridiques, elle doit, dans l'intérêt de la justice, être satisfaite elle-même, au-delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé avant de confirmer une déclaration de culpabilité au stade de l'appel. La Chambre d'appel souligne qu'en de tels cas, si elle devait appliquer un critère moins exigeant, il en résulterait que ni en première instance ni en appel, on ne pourrait s'appliquer sur une déclaration de culpabilité basée sur la totalité des éléments de preuve présentés sur la base d'un critère moins exigeant rendu par la Chambre de première instance au-delà de tout doute raisonnable. En résumé, lorsque la Chambre de première instance est confrontée à une erreur concernant le critère juridique au sujet des constatations sur les faits et d'une erreur de fait alléguée, et lorsque des éléments de preuve supplémentaires ont été admis en appel, et il convient de poursuivre une démarche en deux volets. Premièrement, la Chambre d'appel doit appliquer le critère juridique qui s'impose aux éléments de preuve qui sont contenus dans le dossier. Elle doit déterminer si elle est même convaincue au-delà de tout doute raisonnable de la déclaration de culpabilité prononcée sur la base des éléments de preuve présentés dans le dossier de première instance. Si elle n'est pas convaincue de ce fait, à ce moment-là, il ne lui appartient pas, il ne convient pas qu'elle poursuive
plus avant du point de vue du droit un examen de cette question. Deuxièmement, si cependant la Chambre d'appel, en appliquant le critère juridique qui convient aux éléments de preuve du dossier de première instance, est convaincue au-delà de tout doute raisonnable du bien fondé de la déclaration de culpabilité, elle doit ensuite déterminer si, au vu des éléments de preuve présentés en première instance et au vu des éléments de preuve supplémentaires présentés en appel, elle est elle-même convaincue au-delà de tout raisonnable de la déclaration de culpabilité. Ce critère d'examen vient compléter le critère d'examen qui a été utilisé par la Chambre d'appel dans l'affaire Kupreshkic. Nous allons maintenant exposer plus en détail les conclusions de la Chambre d'appel pour chacun des moyens d'appel soulevés. Le premier moyen, l'appelant conteste les critères exposés dans le jugement rendu en première instance s'agissant des formes de responsabilité pénale énoncées par l'article 7.1 du statut. Il s'agit là du premier moyen d'appel qu'il présente. L'appelant n'a pas été déclaré coupable d'avoir planifié ou incité à commettre les crimes. La question examinée par la Chambre d'appel est de savoir si le critère de l'élément moral, mens rea, moins rigoureux que celui de l'intention directe, peut être appliqué au fait d'ordonner un crime au sens de l'article 7.1 du statut. Au paragraphe 474 du jugement rendu à l'espèce, la Chambre de première instance a énoncé le critère suivant. Je cite. « Toute personne qui, en ordonnant un acte, sait qu'il y a un risque que des crimes soient commis et accepte de prendre ce risque, manifeste le niveau d'intention nécessaire, le dol éventuel, dans le texte original en français, pour voir sa responsabilité engagée pour avoir ordonné, planifié ou incité à commettre les crimes. » Bien que la Chambre de première instance ait indiqué que le critère énoncé au paragraphe 474 avait déjà été expliqué plus haut dans le jugement, l'examen des paragraphes précédents relatifs aux éléments juridiques requis par l'article 7 du statut relève que tel n'est pas le cas. D'autres paragraphes du jugement font état du critère énoncé au paragraphe 474 en utilisant d'autres formulations. Après avoir examiné les approches adoptées par les systèmes nationaux ainsi que la jurisprudence du tribunal international, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance s'est fourvoyée en formulant la mens rea qui s'attache au fait d'ordonner un crime au sens de l'article 7.1 du statut. Le fait d'avoir connaissance d'un risque, quel qu'il soit, et aussi minime soit-il, ne suffit pas à engager la responsabilité pénale de l'appelant pour des violations graves du droit international humanitaire. La Chambre de première instance ne précise pas le degré de risque qu'il convient d'établir. Il semble qu'en appliquant le critère formulé par la Chambre de première instance, tout commandant militaire qui émet un ordre serait pénalement responsable, car il existe toujours la possibilité que des violations soient commises dans le cadre des exécutions de cet ordre. La Chambre d'appel conclut que quiconque ordonne un acte ou une omission en sachant qu'il est très probable qu'un crime résulte de l'exécution de cet ordre est animé de l'élément moral requis pour que sa responsabilité au sens de l'article 7.1 du statut soit engagée pour ce qui est du fait d'ordonner. Le fait d'ordonner un crime en connaissance de cause revient à accepter ce crime. L'appelant conteste également les conclusions de la Chambre de première instance relatives à l'élément moral et à l'élément matériel requis pour constituer la complicité par aide et encouragement. En l'espèce, la Chambre de première instance a correctement appliqué le critère formulé dans le jugement Furungia s'agissant de l'élément matériel de la complicité par aide et encouragement. En ce qui concerne l'élément moral requis pour établir la complicité par aide et encouragement, la Chambre de première instance a estimé qu'outre le fait qu'il ait eu connaissance que ces actes contribuent à la perpétration du crime, le complice doit avoir eu l'intention de fournir une assistance ou, tout au moins, avoir eu conscience que cette assistance serait une conséquence possible et prévisible de son comportement.
comme il est indiqué dans l'arrêt Vassilievitch. S'agissant de la complicité, l'élément moral requis est le fait de savoir que les actes commis par le complice contribuent à la perpétration d'un crime précis par l'auteur principal. À cet égard, la Chambre de première instance en l'espèce a commis une erreur. Par conséquent, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a eu raison sur certains points et tort sur d'autres lorsqu'elle a énoncé les éléments juridiques requis pour la complicité par aide et encouragement. La Chambre de première instance n'a toutefois pas tenu l'appelant responsable pour avoir aidé et encouragé les crimes reprochés.